Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette soirée Agora Mobility Management. Bien, ce soir, tout d'abord, je vais peut-être vous faire quelques annonces concernant des événements à venir, et notamment un événement majeur qui est l'Agora Live Mobility, ce sont 2 demi-journées qui se tiendront les 19 et 20 janvier en matinée, et qui regrouperont donc 5 keynotes et 5 webinars. Donc on sera ravis encore de vous accueillir dans ce cadre-là. Voilà un petit peu pour notre actualité, si ce n'est que là nous sommes sur la dernière émission de l'année 2020. Je te passe la main. Merci. Bienvenue donc pour ce rendez-vous Agora Mobility Management en visio. Donc vous êtes tous derrière vos écrans, votre ordinateur, vos tablettes. Merci vraiment d'être avec nous, de prendre le temps d'être avec nous pour un sujet en pleine actualité. Ce soir, le thème, c'est le Travel Manager. A-t-il encore une raison d'être ? Et si oui, pourquoi faire ? Question évidemment d'actualité que l'on va poser à notre invitée, Sandra Lévy. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors vous êtes administrateur en charge des nouvelles mobilités à l'AFTM, c'est l'Association française du Travel Management. Juste une question d'organisation, l'interview va durer grosso modo une demi-heure. Ensuite, petite séance de questions-réponses pendant 10 minutes. Et puis vous aurez l'occasion de dialoguer, d'échanger entre vous via des rooms, s'il y en aura 2. Donc vous aurez vraiment ce soir la possibilité d'échanger, de dire de tous, même vos expériences, de revenir sur vos expériences, de partager. C'est le but de cette soirée. Alors Sandra Lévy, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste en quelques mots, une présentation. Alors vous avez une double casquette parce que vous êtes aussi chez Métro. Tout à fait. Donc je suis acheteur chef de groupe chez Métro France au sein de la direction des services et achats internes. Et en fait, j'accompagne tous les projets d'achat de différentes directions. Donc que ce soit la direction des services et achats internes, donc qui gère la flotte automobile, mobilité et déplacement, etc. La direction générale avec sûreté sécurité. On a la DRH avec les prestations intellectuelles, la DFI, la DSI. Là j'ai une acheteuse heureusement. Bref, je ne m'ennuie pas. Métro, c'est vraiment ce grossiste qui fournit... Alors en ce moment, c'est à l'arrêt ou pas avec Alors c'est pas à l'arrêt parce que c'est vrai qu'on a 80% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé par les transformateurs, donc tout ce qui est restaurant, café, bar, boulanger. On a un peu de maintien de chiffre d'affaires grâce aux revendeurs, donc tous les épiciers et les PME et la restauration rapide. Néanmoins, c'est vrai qu'on est sur une tendance à moins 50% en chiffre depuis le début de l'année, donc c'est un peu compliqué. Alors, pour prendre l'exemple de votre entreprise, est-ce que ces derniers temps, avec ce deuxième confinement et le premier confinement, les voyages d'affaires sont finis, terminés, arrêtés ? Alors, ils ont été effectivement extrêmement limités. Donc, pendant la première phase du confinement et la deuxième qu'on a connue, effectivement, totalement supprimés. Et entre les 2 vagues qu'on a eues de déconfinement, on a pu laisser certains voyageurs se déplacer parce qu'ils avaient des nécessités, aller sur certains sites, en entrepôt, faire des commissions de sécurité ou tout simplement aller voir aussi des directeurs d'entrepôt pour prendre un peu aussi la température auprès des équipes. C'est important aussi d'être à côté de ceux qui continuent à travailler. Alors on va voir en quoi justement ces voyages peuvent évoluer peut-être avec cette crise et comment on va s'organiser pour la suite. Mais d'abord, on va peut-être faire un état des lieux. Est-ce que c'est vraiment une situation, je dirais, aussi catastrophique que nous, les médias, on veut bien dire ? Est-ce que c'est aussi catastrophique que ça ? Alors, je le pense. Le Travel Manager a connu quand même des choses assez incroyables. Si je montre à travers quelques slides, donc avec la crise sanitaire, on a vécu une mobilité qui devient problématique. J'emploie le terme de choc d'immobilité à Mathieu Flonneau, qui est un maître de conférence sur l'histoire contemporaine. Et je trouve que c'est assez parlant parce que quand on voit certaines photos, voilà, les avions cloués au sol, les aéroports qui sont quasiment vides, quand on s'intéresse un peu au trafic aérien, que 60% de leur chiffre d'affaires a été perdu par les compagnies aériennes, ou encore qu'ils ont perdu quasiment 119 milliards de dollars sur 2020, on se dit que c'est vraiment compliqué pour eux. Donc ça, c'est un des domaines pour lequel le Travel Manager a eu de la complexité à gérer. Mais il y en a 3 autres, ces principaux domaines. Trafic ferroviaire, pareil. La SNCF nous a annoncé récemment qu'ils avaient enregistré une perte nette de 5 milliards d'euros. Les hôtels, les bars, les restaurants ne sont pas en reste, puisque comme vous le voyez sur cette image, rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Tout est à l'arrêt. On a appris qu'Accor avait supprimé 300 à 400 postes en France. On sait que la restauration traditionnelle perd quasiment 70% de son chiffre d'affaires et on ne sait même pas si un tiers risque pas de déposer le bilan.
Et dernier domaine. Avec une reprise tardive, c'est-à-dire fin janvier. 20 janvier si tout va bien, mais on reste encore suspendu à ça, on n'est pas encore sûr. Et la même chose pour la location courte durée, donc Hertz qui a licencié plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, le marché qui s'est écroulé à moins 65% sur cette année. Donc un environnement effectivement très très complexe. On peut parler, je pense, de choc des mobilités, une mobilité finalement immobile, et on peut légitimement se poser la question de savoir si le travel manager a toujours un travail. Donc avec la FTM, on a réalisé un sondage. Oui. Pardon. Non, c'est bien, vous faites les questions. Non, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, pour être cash, on ne va plus voyager, ou on le fera différemment. Là, on est en visio, par exemple. Est-ce que finalement, on y a goûté? Est-ce qu'on ne va pas rester sur ce mode-là? Parce qu'on s'aperçoit finalement que ça ne fonctionne pas si mal. Est-ce que l'utilité pour une entreprise aujourd'hui est d'investir dans ces voyages qui coûtent quand même relativement cher? Vous avez raison, ça va être une des pistes aussi dont je vais parler tout à l'heure, le télétravail, la visioconférence, qui sont fatalement en tout cas des enseignements qu'on a tirés de cette crise. Mais quand on interroge les experts du travel, on sait que sur ils n'estiment pas une reprise du trafic aérien avant 2024. Et encore avec 20 à 30% des déplacements qui seront tout simplement arrêtés parce qu'on a goûté à la téléconférence et au télétravail aussi. Est-ce que ce poste a aujourd'hui un sens? Et en quoi il a un sens? Et comment il peut bouger, se transformer? Alors justement, je vais y arriver très vite. Je finis juste effectivement par les sondages qu'on a menés. Vous avez raison de préciser. Sondage qu'on a réalisé avec la FTM à la fin du premier confinement auprès de nos 400 adhérents. Eh bien, on voit que près de la moitié des travel managers a vu son activité réduire ou même supprimer, ou même arrêter. Et je complète ces chiffres par le sondage effectué par l'Institut du Travel Manager auprès de 144 acheteurs travel, qui nous dit que la moitié quand même se sentent soumis à une pression accrue pour justifier la fonction voyage au sein de leur entreprise. C'est un peu le monde à l'envers, parce qu'avant, on avait l'impression que c'était l'inverse, non? Aujourd'hui, on a l'impression que pour voyager, on force un peu la main, alors qu'avant, c'était un peu l'inverse. Enfin, dans le sentiment général. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un traveler manager, il est obligé presque de forcer la main à son entreprise pour effectuer? Il ne va pas forcément imposer le déplacement, il va le faire véhiculer de façon différente. Mais suspense, je vais encore en parler. La reine du teasing. Donc on vit, j'aime bien résumer ça, on vit aujourd'hui dans un monde VUCA. Un monde VUCA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un monde qui est avec de la volatilité, qui est incertain, complexe et ambigu. Et dans ce monde qui est vraiment complexe à appréhender, parce qu'on ne sait même pas de quoi demain est fait, à part s'il y a un vaccin qui révolutionne tout, on l'attend avec impatience. Mais ce monde VUCA, il faut le saisir et en faire quelque chose de positif. Et le transformer en donnant de la vision, de la compréhension, de la clarté et de l'agilité. Même si certains n'aiment pas encore le mot agilité, qui est un peu galvaudé, j'y crois fermement. On a besoin de s'adapter, on a besoin de se transformer. Besoin de se transformer, c'est magnifique. Je suis cohérente avec moi-même. Et donc, on ne peut pas rester sans rien faire. Et d'ailleurs, les grandes transformations dans le monde économique nous ont prouvé de toute façon que toute chose a une transformation. Et dans ce contexte, le travel manager doit aussi se transformer. Donc, je vous donne quelques exemples qui me semblent assez parlantes dans différents domaines. Dans le domaine de l'énergie, donc l'énergie hier, c'était ça. L'énergie de demain, on l'espère illimitée et plus propre. Ah, il y a une pub pour métro. Nous avons lancé des panneaux photovoltaïques à Toulon l'année dernière. 30% d'économies réalisées. Fermez la parenthèse. La communication d'hier, on ne l'a pas oubliée, mais on préfère nettement celle de demain, qui est 100% connectée. Et enfin, dans les transports, donc c'est encore parfois une réalité, mais on espère que bientôt on migrera vers ça, vers du drone, vers du véhicule autonome, vers des mobilités beaucoup plus douces et saines. Les entreprises n'étaient absolument pas préparées. C'est-à-dire qu'en gros, sur ces voyages d'affaires qui se sont arrêtés net, là, il y a des choses qu'on pouvait prévoir, mais ça, absolument pas. C'est vraiment une première. Je pense que personne ne l'avait prédit, effectivement, et que la suite reste encore à écrire. On ne peut pas deviner non plus la suite. Par contre, on a un besoin, on a une nécessité de se transformer et de réagir différemment par rapport au monde qui s'impose à nous. Est-ce que ça a eu un impact, selon vous, sur l'économémie même des sociétés? Évidemment. Impact ultra négatif, ça, on cessera de le dire. Il y a quelques boîtes qui s'en sont sorties. Je pense notamment au système de visioconférence. Je crois qu'il y a des doublements, des fois 10 fois 100 même de Zoom ou autres plateformes. Dans tous les cas, effectivement, le travel manager, dans ce contexte-là, il doit appréhender son travail différemment. Est-ce que le monde de demain dans lequel il évoluera, c'est le monde d'hier?
J'affirme résolument que non. Pourquoi ? Parce que cette crise qu'on traverse aujourd'hui, elle n'a rien de similaire avec les précédentes. Pour 3 choses. La première, c'est que on a eu quand même le temps de la réflexion par rapport aux autres crises. On a eu quasiment 1 an là, de réflexion, de se préparer, d'analyser un peu les choses et on va le voir, gérer les choses différemment. Deuxième chose, le développement de la digitalisation des entreprises. Rassurez-moi, vous n'êtes pas en tongs et en short. Hein, alors ça, c'est pas moi parce que c'est un homme. En général, c'est les hommes qui sont comme ça. C'est pas le cas. Non. Moi, j'ai des loups-boutins, mais bon, chacun fait comme il veut. Je plaisante. Donc les entreprises se sont digitalisées à une vitesse mais incroyable. En quelques semaines, on a fait un gain quasiment de 6 ans sur le domaine de la digitalisation. C'est vous-même qui pourrez me le dire, Mourad, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Et par rapport au télétravail, effectivement, quand on interroge les DRH, 85% des DRH vont vraiment inclure le télétravail de façon pérenne post-Covid. Donc on a vraiment changé les mentalités. Le monde d'hier n'est pas le même de demain, c'est sûr. Et comme je vous disais, la reprise du travel se fera de façon différente, c'est une évidence. C'est-à-dire, quand vous dites de façon différente, il y a déjà des pistes, on imagine déjà des choses ? Effectivement, on voyagera, je pense, moins, mais mieux. C'est beau, ça ? Oui, c'est beau. Parce qu'on voyageait un peu. Est-ce qu'il y avait trop, finalement, de voyages d'affaires ? Est-ce que, finalement, ça n'a pas ramené les choses à leur juste de place ? Parce qu'est-ce qu'il n'y avait pas trop de déplacements qui étaient réalisés sans réelle utilité économique ? Est-ce qu'il y avait une habitude qui était prise dans les entreprises et puis finalement on ne remettait pas ça en cause ? Est-ce que là, la crise n'est pas une occasion de remettre les choses à plat ? Bah si, vous lisez dans mes pensées, puisqu'effectivement la crise, je pense que c'est un vrai catalyseur pour le travel manager. Il va se transformer, donc on va voir comment on transforme son travail, quel rôle on lui impute, comment son travail va évoluer dans ce contexte-là. Et effectivement, certains déplacements, on peut clairement, on le voit, remplacer par des visios. Même un événement comme ça, moi je suis contente aujourd'hui d'être présente, alors qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas pu le faire s'il n'y avait pas de système de visio. On aurait été confinés chez nous. Là, c'est quand même agréable de pouvoir maintenir des événements comme ça, via des webinars ou via des... Webinars, ouais, Rebex, là, je ne sais plus comment vous l'appelez. Retex. Non, Retex. Des Retex. Retex, ouais. Ça, pour emprunter votre mot. Pour emprunter le Tous ceux qui nous écoutent, ou vous, qu'on est dans le business, dans les affaires... rien ne vaut aussi parfois le contact humain. Vous discutez le bout de gras, ou voilà, il y a beaucoup de choses qui se font de cette façon-là. Est-ce que là, c'est peut-être compliqué, non ? Est-ce que ça, c'est terminé selon vous ? Non, c'est pas. On pourra imaginer d'autres choses. Je pense que le travel n'est pas mort pour autant. Effectivement, il va évoluer de façon différente, mais il faudra de toute façon maintenir un lien avec ses confrères, avec ses prestataires, avec ses collègues. De toute façon, on a besoin à un moment donné d'échanger de visu, mais disons qu'on pourra le faire moins souvent puisqu'on voit qu'il y a des alternatives qui fonctionnent. Je le pense. Donc la crise, pour moi, c'est une opportunité pour le travel manager. Et on peut entrevoir quelques pistes d'opportunités pour lui. Alors, il y en a beaucoup d'autres. J'ai choisi d'en vous présenter 5. La première, c'est initier une démarche RSE et mettre en place une mobilité d'affaires durable. Et là, Christophe, je suis heureuse de vous présenter le livre blanc qu'on vient d'éditer à la FTM après 11 mois de travail qui s'appelle « RSE dans les mobilités d'affaires, une raison d'être ». Alors, vous pouvez nous présenter ? Alors, c'est même pas un livre, pour moi, c'est une œuvre dans laquelle on va à la fois avoir du discours didactique, pédagogique, on va tout resituer dans son contexte, avoir même une notion historique pour bien comprendre la RSE, sa genèse, comment l'entreprise l'entrevoit, comment elle peut fonctionner. Et voilà, vous avez justement, il y a des fiches pratiques et les notes personnelles que j'ai prises, mais c'est vraiment... génial, vraiment je le conseille à tout le monde. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger. Je vous enverrai un petit lien si c'est possible à la fin de la conférence. Dans le replay, on enverra le lien. Allez-y, c'est gratuit, donc en PDF, vous pouvez l'avoir sans problème. Oui, je l'ai devant, c'est conséquent quand même, c'est un gros travail. C'est conséquent, mais il y a une partie qui est consacrée aussi à des fiches très pratiques sur comment mettre en place une politique de mobilité durable au sein de son entreprise. Il y a des échanges aussi de best practices. Vous y trouverez tout, donc ce n'est pas exhaustif, on pourra toujours trouver d'autres choses, mais en tout cas, il est bien conçu dans l'ère dans laquelle nous vivons. Par exemple, pour donner un exemple de mobilité, ça pourrait être quoi ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, prendre le vélo, le train, l'avion, enfin un peu mixer tous les modes de transport. C'est possible quand on est vraiment pressé, parce que dans les affaires, on est toujours très pressé, c'est toujours un timing qui est très serré. Est-ce que c'est réalisable ? Ou alors c'est de l'utopie ? Est-ce qu'on est dans un monde de bisounours ou dans l'idéal ? Il faut changer les choses, effectivement, et intégrer différents modes de transport, différentes alternatives, même au véhicule, ou à l'avion, ou au train. Néanmoins, ce livre-là, il va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il prend en compte
les 3 dimensions de la RSE. On n'a pas seulement le volet environnemental qui reste important parce que on a un impact direct sur la partie carbone, mais il y a également la partie sociale et sociétale. Et là, il faut faire aussi attention aux voyageurs. Voyager, il y a aussi beaucoup d'impact. Il y a du stress, il y a de la fatigue, il y a du jet lag, il y a aussi un équilibre pro-perso à gérer. Et il y a aussi la dimension économique, puisque l'entreprise doit toujours savoir gérer les coûts, aussi bien pour l'entreprise, avec ses collaborateurs, sachant quand même le déplacement, c'est le 2e ou 3e poste de dépense pour l'entreprise, il ne faut pas l'oublier. Ça reste un poste conséquent, donc il faut aussi le maîtriser, c'est une acheteuse qui vous dit ça. Et également pour l'économie, parce qu'on va créer aussi de la valeur, on va créer des emplois, ça aura forcément un impact à ce niveau-là. Donc finalement, c'est une opportunité pour Exactement. la RSE, c'est bon finalement. C'est bon. Ça va accélérer, on va dire, les choses. Ça accélère. Alors, il y a des entreprises qui étaient déjà assez matures dedans. Ça va le conforter. Et surtout, je reviens toujours sur notre travel manager qui, lui, va se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de ma mission? Est-ce que mes missions sont strictement les mêmes? Si j'initie une démarche RSE, je peux faire quelque chose de différent et je peux rendre les choses meilleures. Mais pour ça, il faut aussi également autre chose. Il faut co-construire et copiloter le changement. En temps de crise, un travel manager, il ne peut pas rester seul. Il a besoin de s'ouvrir, il a besoin de coopérer avec ses collègues, on a besoin de l'intelligence collective. Et à l'intérieur de ça, il va du coup devoir composer avec les équipes RSE, quand il y en a dans les entreprises, mais de plus en plus, on voit quand même des directions RSE qui naissent. Donc c'est eux qui ont les outils, qui ont aussi la connaissance, les aspects juridiques, ils les maîtrisent bien. Ils vont pouvoir aussi être garants de la mise en place de cette mobilité durable avec la RSE globale de l'entreprise. Il faut que ça reste quand même cohérent. Autre point important, il faut absolument qu'ils co-construisent avec les voyageurs d'affaires. Et ça, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, le voyageur d'affaires est un peu mis à l'écart. On pense aux outils, on pense aux prestataires. Et le collaborateur, il est mis un peu à l'écart. Mais c'est une grave erreur. Il faut le mettre au centre. Exactement. Il faut le mettre au centre des préoccupations de l'entreprise et du travel manager parce que c'est lui qui devra convaincre, c'est lui qui va nous apporter ses bonnes idées et son feedback de ce qu'est un déplacement. Il pourra faire aussi des tests et je suis sûre qu'il pourra nous apporter beaucoup de choses. Et il vaut mieux qu'ils agissent plutôt qu'ils subissent. Quand vous parlez de RSE, quand vous parlez de mobilité, par exemple, ça peut être l'empreinte carbone qui peut être déterminée sur un voyage. Exactement, et vous posez une bonne question là, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, enfin, toutes les TMC ne mettent pas en évidence cette empreinte carbone. Donc quand je réserve un voyage, finalement, je ne sais pas trop comment je vais, enfin, quelle sera mon empreinte carbone de mon voyage. Si demain, les TMC mettent un peu plus d'informations, si on arrive, nous, à informer le collaborateur en amont, je pense qu'il sera plus responsable aussi. Donc ça pourrait être une piste, informer j'en parle juste après. Voilà. Lisez dans les pensées. Et, je n'arrête pas. Et la création d'un groupe de travail aussi est nécessaire. Hein. Il ne va toujours pas pouvoir gérer seul et il faut qu'il inclue les RH, très important, et les RH aussi d'un point de vue handicap et diversité, tout ce qui est inclusion. La finance, les achats, la com interne, la com externe, la sûreté-sécurité. Je n'oublie pas également, et parfois même la DSI dans certains projets qui nécessitent de la digitalisation ou de la numérisation de données. Donc on a maintenant un écosystème, et le but c'est qu'ensemble, on réponde à 2 questions. Quelle est notre vision du déplacement professionnel et quelles actions on met en place pour y parvenir? Et ça implique forcément une 3e opportunité pour le travel manager. Je vous laisse enchaîner. Hein. C'est beau, hein, comme ça s'enchaîne bien quand même. Dans vos pensées. C'est redéfinir ce qu'est un voyage essentiel. Ça pose la question du sens du déplacement. Je pense qu'avec cette crise, effectivement, on réfléchit avant tout de savoir si notre déplacement il est bien utile. Est-ce qu'il peut être modifié différemment? Quelle compagnie je vais choisir pour voyager? Est-ce que je prends... je m'intéresse aussi aux prestataires que je vais solliciter. Mais ça, c'est déjà fait dans les entreprises. C'est déjà examiné à la loupe, les déplacements, non? Pas vraiment. Ouais, je pense qu'il y a des entreprises qui doivent le faire et je les remercie, je leur dis bravo. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Savoir quelle est l'essence même de mon déplacement. Et voilà, avec les visios, on a aussi un regard différent là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les sociétés, que les entreprises arrêtent pour une raison purement économique, prennent... là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais dire, bon, finalement, ça ne sert plus à rien, donc on arrête et ça coûte trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que finalement, alors vous dites qu'il faut mettre le travel manager au centre, donc comment on peut éviter ça? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'en fait, on l'interroge, qu'il soit dans les réunions, comment ça devrait
selon vous, se passer? Exactement. Ça doit être pour moi un chef de projet, en fait. Il doit faire parler tous les interlocuteurs qu'il a avec lui, les RH, la com interne, externe, les équipes RSE, le voyageur d'affaires. C'est lui qui va compiler toutes ces informations-là, qui va aussi les nourrir, parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller chercher les dernières innovations ou les dernières choses qui arrivent. Et je reviens sur ce point essentiel qui est la sensibilisation. Le voyageur, il doit être vraiment conscient, il doit avoir une vraie prise de conscience personnelle sur son déplacement et quels impacts son déplacement a sur l'environnement, le côté social et le côté Alors souvent, on n'a pas toujours le temps, parce que c'est souvent un peu dans l'urgence aussi, parfois, les déplacements. En moyenne, il y a 15 jours d'anticipation sur un voyage d'affaires. En moyenne. C'est la moyenne? Oui, en France. Chez Métro, on le respecte, heureusement. Donc, à la FTM, justement, pour aider ce voyageur, on a créé une nouvelle, on pourrait dire un nouveau mode qui s'appelle la RSV, la responsabilité sociétale du voyageur. D'accord. Voilà. Et à l'intérieur, vous trouverez les clés aussi de comment le sensibiliser, comment le faire adhérer à toutes ces nouvelles pratiques et que lui-même soit finalement un ambassadeur auprès des autres voyageurs. Mais il faut vraiment qu'il soit convaincu pour agir. Oui, est-ce que ça peut être vécu comme une punition? Exactement, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Il ne faut pas qu'il subisse, il faut au contraire, c'est pour ça qu'on le met aussi dans les groupes de travail, qu'il nous apporte, qu'il soit acteur du changement et qu'il soit acteur aussi de ces nouvelles façons de se déplacer. Et vous pensez que ces prises de parole, ça peut se transformer en décision? C'est-à-dire qu'on va l'écouter ou on va vraiment prendre en compte ce qu'il va raconter, ce qu'il va dire? Alors, je peux vous donner un exemple. Une entreprise, je ne vais pas la citer, mais de grands travaux publics, qui avait ses ingénieurs qui étaient dispatchés un peu dans toute la France. Et tous les lundis matins, à 8h, il y a une réunion au siège qui avait lieu. Donc, pour être à 8h au siège, ils devaient donc prendre leur véhicule ou le train, l'avion, dormir dans un hôtel la veille, arriver à leur réunion à 8h, qui durait 2 heures, et refaire tout le trajet inverse. Une aberration sur les 3 points de vue. Social, parce qu'il est fatigué, il est stressé, économique, j'en parle même pas, et environnemental, émissions de carbone, presque pour rien. Et bien, ces ingénieurs-là, ils ont proposé à la direction pourquoi on ne ferait pas 3 semaines de la visioconférence, et OK, la dernière semaine, dans le mois, on se déplace et on vient sur site. Et la direction, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Quand on présente les bons arguments, quand c'est du bon sens, et que ça vient du voyageur en lui-même, pourquoi l'entreprise refuserait? Donc, si je vous entends bien, ça sera dans le futur, plutôt à la carte. Ça sera quelque chose, vu que ça soit vraiment comme avant, d'une façon très formelle et toujours un petit peu la même chose. Là, ça sera vraiment suivant on va plus étudier à la loupe, entre guillemets, les déplacements et voir comment on peut les organiser d'une façon opportune. Alors effectivement, on va s'intéresser davantage à l'usage et à l'utilité du déplacement. Et vous me faites sauter des cases, mais c'est pas... Ah bah si, redéfinition de la politique voyage d'entreprise, magnifique. Donc voilà, la travel policy, il est forcément nécessaire de rebâtir en intégrant toutes ces données-là, de télétravail, de visioconférence. Pourquoi pas même instaurer, alors peut-être plus à moyen ou long terme, la dimension carbone. Pourquoi on ne dirait pas tous les déplacements qui sont supérieurs à 5 tonnes d'émissions de carbone, ils sont hors politique. Et là, j'en reviens au TMC qu'il faut impérativement sensibiliser. Certaines le font déjà, de mettre cette empreinte carbone au moment de la réservation. Mais j'insiste parce que le voyageur, s'il n'a pas la connaissance, il ne pourra pas lui-même prendre des décisions et du coup influer sur le reste des décisions d'entreprise. C'est vraiment primordial. Le travel manager, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je vous pose la question. Il peut s'intéresser aux mobilités urbaines. Donc parfois, c'est un spectre qu'il gère déjà. Parfois pas. Je prends l'exemple de la flotte automobile. Donc certains travel managers gèrent la flotte. Parfois, il y a un fleet manager. Dans tous les cas, il y a vraiment une importance à faire communiquer les deux, qui travaillent ensemble parce qu'il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. La LOM, de toute façon, va nous y obliger un petit peu. Mais c'est essentiel de verdir son parc, de trouver des alternatives aux véhicules de fonction. Et pour voyager, moi qui voyage beaucoup, on n'a pas le temps d'organiser tout ça. C'est-à-dire que déjà, on a un travail qui est déjà compliqué et très stressant avec beaucoup d'horaires. Si en plus, il faut s'occuper de tout l'aspect voyage, ça va devenir impossible. Alors vous, en tant que voyageur, ce n'est pas vous qui le faites. Là, c'est le travel manager qui prend le relais, tout à fait. On est bien d'accord. Oui. Donc, est-ce que, justement, la personne qui voyage ne serait pas aussi... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas une implication qui pourrait être générale, finalement? Alors, le but, c'est de simplifier effectivement la vie du collaborateur, du voyageur, qu'il n'ait justement aucune question à se poser. On va en parler. Clé en main. Voilà, du clé en main. On va en parler un peu plus tard avec effectivement tout ce qui est MaaS, Mobility as a Service, où l'idée, c'est d'avoir sur une plateforme l'ensemble des différentes technologies qui permettent de se déplacer à un moindre coût et avec la gestion du paiement en même temps.
Mais vous avez raison, le but c'est de simplifier la vie, c'est pas de la complexifier. C'est de simplifier. De simplifier. Donc voilà, il faut s'intéresser au trajet pendulaire parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire, on l'a dit. Le véhicule de fonction, il dort 91% du temps sur un parking. Mais je ne parlerai même pas de la crise, là où il est quasiment à 99% parce qu'on prend 1% du temps pour aller faire nos courses. Mais il y a vraiment de quoi s'intéresser et se faire plaisir avec des alternatives comme l'autopartage, comme les trottinettes électriques, les vélos électriques, voire même aller jusqu'au vélo de fonction. Donc une implication des responsables de flotte. Voilà, pour qu'ils retravaillent tout ça. Le but, ce sera d'optimiser la flotte. Ça, vous ne pourrez pas me le contredire avec toutes les nouvelles lois et Dieu sait que c'est dur à suivre même d'un point de vue fiscal. On n'a pas d'autre choix de toute façon d'avoir des énergies plus vertueuses, plus vertes, que ce soit de l'hybride, de l'électrique, de l'hydrogène, de l'air comprimé, on peut aller jusque-là. Mais en tout cas, il y a énormément de choses à faire, toujours en regardant l'usage du collaborateur. Un voyageur qui fait énormément de kilomètres par jour n'aura pas la même prétention au même véhicule ou au même type de déplacement que celui qui habite à 10 minutes à pied du siège et qui pourra peut-être être éligible à un vélo de fonction. J'y crois beaucoup. Est-ce que les entreprises ont les moyens de faire du sur-mesure ? Il faudra. C'est pas évident, c'est pour ça que c'est un gros travail, mais je pense qu'il faut de plus en plus s'intéresser à la façon dont les collaborateurs voyagent. En regardant les kilomètres, en regardant la consommation de carburant, en regardant l'usage, les différents déplacements qu'ils peuvent effectuer. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille avec énormément de logiciels de gestion de flotte pour avoir toutes ces informations. La clé, c'est dans la data et après, c'est dans l'analyse. Qui n'est pas simple, hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, et surtout quand on voit une pléthore aussi de nouvelles mobilités urbaines s'inscrire dans le paysage. Alors moi, je trouve ça passionnant de pouvoir effectivement essayer de gérer à la clé, ou en tout cas par grande masse, les alternatives aux véhicules de fonction. Sandra Lévy, il vous reste 5 minutes pour nous convaincre. Eh bien, je n'ai pas parlé du crédit mobilité, mais de toute façon, c'est un flou d'un point de vue URSSAF et du forfait mobilité durable, mais ça peut en tout cas contribuer à voyager différemment. Et la dernière opportunité qu'il y a là, c'est de passer du TCO au TCM, donc du Total Cost of Ownership, au coût total du déplacement. Pourquoi ? Parce qu'avant, on s'intéressait à mon billet de train. Mon billet de train, il coûte tant. J'ai une réunion de Paris à Düsseldorf et je dois arriver à 9h du matin, je prends l'avion. Sauf que pour prendre l'avion, il faut d'abord qu'il prenne son véhicule de fonction, par exemple, qu'il la dépose dans un parking, qu'il prenne son avion, et puis comme sa réunion, malheureusement, elle a lieu en centre-ville, il faut qu'il prenne encore un taxi ou une location courte durée. Pourquoi ne pas mettre, et là je lance un appel à toutes les TMC, j'espère qu'ils me regarderont, en mettant un peu d'intelligence artificielle à l'intérieur. On dit qu'on part de Paris à Düsseldorf, qu'on va arriver le lendemain à 9h, et là, via des algorithmes, on nous propose de partir la veille en train, donc reposé. On dort dans un hôtel, empreinte carbone maîtrisée, et on arrive le lendemain, on est à 500 mètres à Düsseldorf de son point d'arrivée, de sa réunion, et on a tout gagné. Et là encore, les 3 P sont cochés. Profit, People, Planet. Mais tout ça, ça nécessite des prérequis, parce que ça ne va pas être simple. 4e P. Voilà, le digital, on l'a un peu abordé tout à l'heure avec le MAS, mais voilà, on est dans un nouvel environnement aussi qui est favorisé par le gouvernement, heureusement, hein, avec la mise en place de la LOM qui met en avant ce type de technologie. Et il y a tout ce qui est dématérialisation aussi des notes de frais, dont on ne parle pas encore assez, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et je vais aller vite parce que sinon je ne vais pas tenir mon timing. Dans tous les cas, le travel manager, il doit être curieux. Il doit regarder partout. Il doit être en avance presque sur les nouvelles technologies qui vont arriver plus tard. Si je vous parle du projet EVC 1000, est-ce que vous savez ce que c'est ? Mais absolument. D'ailleurs, vous allez en parler. C'est en fait un nom de code qui vise à développer des véhicules électriques qui vont avoir jusqu'à 1000 km d'autonomie. C'est un consortium qui a eu entre la France et l'Allemagne. Et ça, c'est pour fin 2021. Enfin, si tout va bien, c'est bientôt, c'est demain. À partir du moment où l'électrique sera capable d'avoir une autonomie de 1000 km, vous pensez bien que ça va être... C'est pas tout à fait pour fin 2021, mais bon. C'est pour plus tard ? Oui, parce que pour l'instant, les autonomies... oui, voilà, c'est ça. On va dire l'autonomie idéale sur le papier, parce que dans la réalité, on en est encore très, 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 très loin. D'accord. Oui. Mais de toute façon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond... ce que vous êtes en train de nous dire, si on veut résumer, c'est qu'aujourd'hui, c'est une opportunité, une façon d'accélérer les choses, et plutôt que d'aller contre les nouvelles technologies, les nouveaux déplacements, c'est de les prendre avec. Exactement. Et de réunir un maximum d'informations, de personnes, pour pouvoir faire évoluer son travail, et de proposer aux sociétés, aux dirigeants des solutions nouvelles. Ça, pour vous, c'est vraiment la clé aujourd'hui
transformer. Et à chaque fois en prenant en compte les 3 dimensions. J'insiste un peu lourdement, mais trop souvent on a tendance à penser que la RSE, c'est la partie environnementale. C'est celle qui vient en premier et c'est peut-être la plus facile à mettre en place, mais il y a vraiment les autres dimensions. Je pense aussi à tout ce qui est voyageurs handicapés, à mobilité réduite. Il n'y a pas encore suffisamment de choses qui sont faites pour eux. C'est très compliqué de se déplacer. Il faut penser aussi à eux dans ce mouvement-là. C'est-à-dire un voyage à la carte, finalement, qu'on puisse proposer pour tout le monde un voyage adéquat. Merci beaucoup, Sandra Lévy. Alors, merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité maintenant de poser toutes vos questions. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, la possibilité entre vous d'échanger vos expériences. On rappelle aussi RSE. Alors ça, on peut le trouver comment ? Alors, en téléchargeant directement sur le lien que je vais vous envoyer. Et si vous êtes adhérent, vous pouvez prétendre aussi avoir le livre qui a été imprimé, évidemment, de façon écologique, avec des solvants qui sont certifiés, etc. Et par Handiprint, par une entreprise adaptée. Merci beaucoup. Merci. Merci.